Saviez-vous qu'un petit royaume niché entre le fleuve Sénégal et les dunes du Sahara a influencé les rapports de force entre les empires européens et africains pendant des siècles? On l'appelle le Fouta Toro, un nom qui sonne comme un écho du passé, mais qui continue de résonner dans les cercles les plus secrets de la diplomatie mondiale. Ce territoire, méconnu du grand public, a pourtant été un centre stratégique majeur dans les luttes d'influence entre la France, le Maroc, l'Empire ottoman et même les États-Unis naissants, bien avant que les projecteurs ne se tournent vers le pétrole ou l'uranium du Sahel. Pourquoi? Parce que le Fouta Toro contrôlait le fleuve Sénégal, artère vitale pour le commerce, la colonisation et les ambitions impériales. Parce que ses dirigeants, les Al-Mamis, n'étaient pas de simples chefs locaux, mais des stratèges religieux et politiques redoutés. Et parce que, dans l'ombre, les grandes puissances disputaient son alliance, ses ressources et ses routes vers l'intérieur du continent. Et pourtant, vous n'avez rien appris de tout cela à l'école. Pourquoi ce silence? Qui a intérêt à effacer l'histoire du Fouta Toro? Et surtout, en quoi cette région continue-t-elle, aujourd'hui encore, de jouer un rôle dans la géopolitique africaine et mondiale? Dans cette vidéo, nous allons lever le voile sur l'un des secrets les mieux gardés de l'histoire du continent. Vous découvrirez comment le Fouta a résisté à la colonisation bien avant l'heure, comment ces penseurs ont inspiré des mouvements islamo-républicains à travers l'Afrique de l'Ouest, et pourquoi certains services de renseignement surveillent encore les dynamiques qui en émanent. Accrochez-vous. Ce que vous allez entendre va bouleverser votre vision de l'histoire africaine et peut être même de l'avenir géopolitique du continent. Abonnez-vous maintenant à Fouladou 24 TV et restez jusqu'à la fin, car vous ne verrez plus jamais l'Afrique de la même manière. Pour comprendre la place du Fouta Toro dans la géopolitique mondiale, il faut d'abord remonter loin, bien avant la colonisation, avant même la naissance des États modernes. Nous sommes à la lisière du XVIIe siècle. L'Afrique de l'Ouest est un continent d'empire. Songhai, Mali, Jolof, Denyank, tous rivalisent de puissance. Et au nord, les Ottomans s'enracinent dans le Maghreb. À l'ouest, les navires portugais, français, hollandais sillonnent les côtes à la recherche d'or, d'épices et d'êtres humains. Au cœur de ces tensions se trouve le Fouta Toro, région stratégique qui borde le fleuve Sénégal. Mais le Fouta n'est pas qu'un point sur une carte. C'est un peuple, une pensée, une révolution spirituelle et politique. Un espace où la parole du savoir sacré, le ilm, fusionne avec la résistance armée. Car ici, l'islam n'est pas un simple rituel, c'est un outil de libération, un moteur d'organisation sociale et une arme contre l'injustice. Le tournant historique se produit en 1776. Tandis que l'Amérique proclame son indépendance de l'Angleterre, une autre révolution éclate dans les sables du Fouta Toro. Les Al-Mamis, des lettrés religieux, prennent le pouvoir et instaurent une théocratie républicaine, dirigée par le savoir, l'équité et la lutte contre la tyrannie. C'est la révolution Torodo. Un siècle avant Cheikh Ahmadou Bamba. 2 siècles avant Thomas Sankara. Et ce n'est pas un hasard. Pose-toi une question. Pourquoi les puissances européennes ont-elles si rapidement cherché à infiltrer cette région? Pourquoi la France a-t-elle déployé ses premiers diplomates et espions à Podor, Matam, Bakel? La réponse est simple. Le Fouta représentait un contre-modèle. Un territoire autonome, organisé, cultivé, instruit, qui refusait le commerce des esclaves et dénonçait l'injustice coloniale. Un territoire capable de mobiliser, grâce à ses marabouts, des milliers d'hommes dans tout le Sahel. Un territoire qui, par sa seule existence, menaçait l'ordre mondial esclavagiste et impérialiste qui se mettait en place. Mais ce que les archives coloniales ne vous disent pas, c'est que le Fouta n'était pas seul. Des liens existaient avec les autres foyers intellectuels du monde musulman, Timbuktu, Kairouan, la Mecque. Des fatwas circulaient. Des correspondances cryptées entre érudits du Fouta et leaders de mouvements de libération au Maroc, au Bornou, au Sokoto. C'était une diplomatie invisible, une géopolitique délettrée. Et dans l'ombre, elle inquiétait sérieusement les chancelleries européennes. Et philosophiquement, que représentait le Fouta Toro? Un modèle d'État gouverné par l'éthique, la science et la spiritualité, un rêve de justice sociale, bien avant les Lumières. Un idéal où le pouvoir ne venait pas de la force brute, mais du savoir et de la piété. Et c'est précisément ce qui fait du Fouta une anomalie pour l'Occident.
car si l'on reconnaît son importance, il faut alors réécrire toute l'histoire de l'Afrique. Il faut admettre que le continent ne fut pas une terre sans État, sans pensée, sans conscience, mais un acteur majeur de l'histoire du monde. Maintenant que vous comprenez la profondeur historique et philosophique du Fouta Toro, il est temps de révéler ce qu'on vous cache vraiment. Car oui, derrière les récits aseptisés des manuels scolaires se dissimule une véritable guerre d'influence mondiale. Et devinez quoi? Le Fouta en fut l'un des premiers théâtres. Au XIXe siècle, la France ne cherche pas seulement à conquérir des terres. Elle cherche à briser les foyers de résistance intellectuelle et spirituelle. Et le Fouta Toro était en tête de liste. Les Almamis refusaient les traités commerciaux iniques. Ils dénonçaient l'esclavage transatlantique. Ils repoussaient les tentatives d'installation missionnaire. Ils formaient leurs jeunes aux sciences, aux mathématiques, à la rhétorique, à la jurisprudence islamique. Bref, ils dérangeaient. Alors Paris change de stratégie. Au lieu d'affronter le Fouta frontalement, la France infiltre. Elle envoie des agents déguisés en commerçants, des prêtres en habits de savants, des cartographes qui espionnent les itinéraires caravaniers. Et surtout, elle tente de semer la division. Elle soutient certains chefs religieux contre d'autres. Elle attise des rivalités claniques internes. Elle promet la paix à un village pendant qu'elle arme son voisin. Objectif: affaiblir la centralité de l'Almamia, briser l'unité du Fouta et justifier une intervention civilisatrice. Et ça ne vous rappelle rien? Cette méthode a été utilisée plus tard en Irak, en Syrie, au Mali. Créer le chaos pour régner. Ce que la France découvre, c'est que le Fouta ne tient pas par ses armes, mais par sa culture. Sa poésie épique, ses écoles coraniques, ses réseaux de savants qui parcourent l'Afrique de l'Ouest. Même après l'arrivée des troupes françaises, le Fouta reste une forteresse invisible. Les talibés mémorisent des milliers de vers de sagesse. Les familles éduquent leurs enfants dans la droiture, la connaissance, la rigueur. La société foutanké continue à fonctionner selon des règles propres en dépit de l'occupation. Et c'est là que les puissances coloniales paniquent. Elles comprennent que le contrôle militaire ne suffit pas, il faut détruire la mémoire. Elles ferment les centres d'apprentissage. Elles imposent le français, elles ridiculisent les traditions orales. Elles rebaptisent les villes, déplacent les chefs, interdisent certains prénoms religieux. Mais rien n'y fait. Le Fouta résiste. Dans l'ombre, ces lettrés continuent d'inspirer les mouvements d'indépendance de toute l'Afrique de l'Ouest. Certains disciples de l'Almamia deviendront les mentors d'Africains célèbres, de Cheikh Anta Diop à Amadou Hampâté-Bâ. Et ce que peu savent, c'est que le Fouta a aussi influencé la diplomatie internationale. Des représentants africains à la conférence de Bandung ou à l'ONU dans les années 1960 citaient les textes foutanké comme référence. Le concept d'État islamique éclairé, de démocratie théocratique, de justice sociale enracinée dans la foi, tout cela vient du Fouta Toro. Et aujourd'hui encore, certains États redoutent le réveil de cette pensée. Dans un monde fracturé par les conflits religieux et ethniques, le modèle foutanké, celui d'un islam savant, tolérant, rigoureux mais résistant, est un contre-modèle pour beaucoup de puissances. C'est un islam qui refuse le terrorisme mais aussi la soumission. Un islam enraciné dans la culture locale, non importé. Un islam intellectuel, pas marchandisé. Et dans les ambassades, dans les laboratoires d'idées, dans les cercles stratégiques occidentaux, on sait une chose. Si le Fouta se réveille, c'est toute l'Afrique de l'Ouest qui pourrait retrouver une boussole morale, spirituelle et géopolitique. Et maintenant, entrons dans le présent. Car si vous pensez que le Fouta Toro est un simple vestige du passé, vous vous trompez lourdement. Il est au cœur de plusieurs enjeux géopolitiques contemporains. Mais personne ne vous le dit. Voici pourquoi. Le Sahel est aujourd'hui présenté comme un territoire instable, ravagé par le terrorisme, la pauvreté, les trafics. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que le Fouta est une des clefs spirituelles, sociales et géopolitiques de cette région. Pourquoi, selon vous, les groupes armés cherchent à s'implanter dans certaines zones précises du Fouta Toro? Ce n'est pas un hasard. Ils savent que s'ils soumettent le Fouta, ils gagnent symboliquement une victoire morale sur toute la région. Car le Fouta Toro est encore perçu comme un bastion de l'islam savant, un refuge d'érudition, de justice sociale et de résistance.
Dans les villages du Fouta, on continue de privilégier l'éducation religieuse, les conseils communautaires, les valeurs de solidarité. Mais ces bastions sont progressivement infiltrés. Des ONG étrangères y entrent avec des agendas troubles. Des puissances occidentales y testent des projets pilotes d'ingénierie sociale. Et certains gouvernements complices ferment les yeux. Résultat, on assiste à une guerre souterraine d'influences religieuses et politiques. Là où l'Almami prônait la justice, certains groupes extrémistes imposent la peur. Là où le Fouta prônait l'équilibre spirituel, des forces étrangères instrumentalisent la foi. Ce que peu de gens savent, c'est que les descendants du Fouta Toro sont aujourd'hui dans toutes les sphères d'influence. Ministres, hauts fonctionnaires, diplomates, penseurs, économistes, la diaspora foutanké, souvent discrète, est très active. À Paris, à Dakar, à Nouakchott, à Bamako, à New York, on retrouve des traces du Fouta dans les stratégies politiques les plus raffinées. Pourquoi? Parce que le modèle foutanké forme des esprits autonomes, rigoureux, capables d'évoluer dans tous les contextes. Et certains États le savent. C'est pourquoi des services de renseignement surveillent les réseaux sociaux communautaires, les mosquées, les cercles éducatifs issus du Fouta. Ils craignent une renaissance. Car si cette élite, éduquée dans les valeurs d'autodétermination du Fouta, décidait demain de s'unir, ce serait une bombe géopolitique pacifique. Un non-alignement africain 2. Une nouvelle voie diplomatique fondée sur la justice, la foi et la mémoire. Aujourd'hui, la guerre ne se joue plus seulement sur les champs de bataille. Elle se joue dans les récits, dans la mémoire, dans l'identité. Et dans ce domaine, le Fouta est en train de redevenir un acteur majeur. Des chaînes YouTube émergent. Des livres sont publiés. Des conférences internationales sont tenues au nom des valeurs foutanké. Des jeunes redécouvrent les héros oubliés. Abdelkader Kane, Tierno Souleymane Baal, Karamoko Alpha, et se réveillent des ranges. Car ils menacent les récits dominants. Ils refusent le fatalisme. Ils réhabilitent une Afrique savante, stratège, diplomate, résistante. Même au Sénégal, on voit poindre une nouvelle génération qui revendique l'héritage foutanké, dans les discours politiques, dans les combats pour la souveraineté, dans l'éducation communautaire. Mais attention, cette montée en puissance n'est pas sans risque. Car pendant que le Fouta tente de se réconcilier avec lui-même, des puissances étrangères tentent déjà de le récupérer. Des think tanks américains, chinois, turcs, saoudiens se penchent sur le potentiel stratégique du Fouta dans la stabilisation du Sahel. Mais derrière ces jolis mots, il y a souvent une volonté de contrôle. Le Fouta Toro n'est pas une relique figée dans le passé. C'est un territoire mental, spirituel et politique encore très actif. Et les grandes puissances le savent. Ce qu'elles redoutent? Que le peuple foutanké, et plus largement l'Afrique de l'Ouest, se réapproprie cette histoire et la transforme en vision d'avenir. La question que vous vous posez sans doute maintenant est la suivante. Mais qu'est-ce que tout cela signifie pour l'Afrique d'aujourd'hui? Pour nous? Pour nos enfants? Et c'est là que le message devient capital. Car l'histoire du Fouta Toro ne doit pas rester une archive poussiéreuse. C'est un guide, un modèle, une boussole. Le Fouta Toro a prouvé qu'un peuple peut s'autodéterminer par l'éducation. Pas par la violence, pas par la soumission, mais par le savoir, la spiritualité et la justice. Les écoles modernes africaines, souvent calquées sur des systèmes occidentaux, ont délaissé les valeurs communautaires, la mémoire historique et l'enseignement moral. Résultat, on forme des techniciens, mais pas toujours des penseurs libres. Et si demain, on réhabilitait le modèle foutanké d'éducation? Une éducation enracinée dans l'histoire, connectée au monde, mais centrée sur la dignité, le savoir utile et l'éthique. Imaginez un système scolaire où les enfants apprennent les sciences et l'histoire de Tierno Souleymane Baal, où l'on enseigne la logique et la sagesse de Karamoko Alpha. C'est possible, et c'est une urgence. Le Fouta nous enseigne aussi une leçon diplomatique fondamentale. Ne jamais tout attendre de l'extérieur. Et surtout, ne jamais négocier en position de faiblesse. Aujourd'hui, nombreux sont les pays africains qui attendent des aides, des investissements, des partenariats, mais à quel prix? Souvent au prix du silence, de l'oubli, de la compromission. Le modèle foutanké, lui, proposait une diplomatie basée sur la valeur, pas sur la mendicité.
C'est cette diplomatie-là que l'Afrique doit réinventer. Une diplomatie culturelle qui valorise ses penseurs, ses langues, ses sagesses. Une diplomatie morale qui refuse les deals contraires à l'intérêt des peuples. Une diplomatie d'égal à égal, même face aux grandes puissances. Et cela commence par une chose, la connaissance de soi. Un peuple qui connaît son histoire ne se vend pas au premier venu. Le Fouta-Toro, en tant que territoire stratégique du Sahel, est aujourd'hui au cœur de toutes les convoitises. Les grandes puissances y investissent des milliards. Mais pas toujours pour notre bien. Certains conflits dans la région sont entretenus, voire fabriqués, pour justifier une présence militaire étrangère. Derrière les discours sécuritaires se cachent souvent des intérêts énergétiques, miniers ou d'influence religieuse. Face à cela, le modèle foutanké nous enseigne la résilience. Il ne s'agit pas d'un rejet systématique de l'étranger, mais d'un refus d'être instrumentalisé. En redonnant la voix aux communautés locales, en valorisant les anciens, les chefs coutumiers, les intellectuels enracinés, en encourageant les médias comme Fouladou 24 TV à éclairer l'opinion, on peut reprendre le contrôle de notre narratif, de notre sécurité, de notre avenir. Enfin, le Fouta-Toro nous rappelle une chose que beaucoup ont oubliée. Le pouvoir sans morale est une malédiction. Les Almamis ne gouvernaient pas pour leur gloire personnelle. Ils gouvernaient par devoir moral et responsabilité spirituelle. Aujourd'hui, les élites africaines doivent retrouver cette exigence. Il ne suffit pas de parler de panafricanisme. Il faut l'incarner. Un leadership inspiré par la sagesse du Fouta, c'est un leadership qui refuse la corruption, qui valorise le service et qui pense à la 7e génération à venir, pas aux prochaines élections. En résumé, le Fouta-Toro n'est pas seulement un territoire ou un souvenir. C'est une école, une vision et surtout, un appel à l'action. Si vous êtes jeune, africain ou ami de l'Afrique, cette histoire est aussi la vôtre. Le Fouta-Toro n'a pas disparu. Il a été étouffé, minimisé, dilué, mais pas détruit. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous ressentez cet appel. L'appel des ancêtres. L'appel d'un héritage oublié mais encore vivant. Un message millénaire transmis de génération en génération et que l'histoire officielle a tenté d'effacer. Aujourd'hui, nous vous avons montré que le Fouta-Toro a posé les bases d'une démocratie islamique avant l'heure, a résisté à l'impérialisme avec sagesse, a formé des érudits, des diplomates, des guides, et pourrait encore inspirer un modèle africain de gouvernance, d'éducation, de justice. Mais posez-vous cette question simple. Pourquoi cette histoire n'est-elle pas enseignée dans toutes les écoles d'Afrique? Pourquoi l'on parle plus des Lumières européennes que des grandes Lumières africaines? Parce qu'un peuple qui connaît sa véritable histoire ne peut plus être dominé. Parce qu'un peuple qui se souvient devient libre. Alors, ne laissez pas cette vidéo s'arrêter ici. Faites-en une étincelle. Parlez-en. Partagez-la. Écrivez. Réveillez. Enseignez. Corrigez les manuels. Inspirez votre entourage. Car l'Afrique n'a pas besoin d'être sauvée. Elle a juste besoin de se souvenir de qui elle est. En résumé, le Fouta-Toro n'est pas un mythe. C'est une preuve. Une preuve que l'Afrique pensait, gouvernait, résistait et brillait, avant même que le mot colonisation n'existe. Et maintenant, je vous pose une question. Pourquoi croit-on encore que le progrès doit forcément venir d'ailleurs? Commentez Fouta si vous voulez plus de révélations comme celle-ci. Likez si vous avez appris quelque chose. Partagez cette vidéo pour que l'Afrique se reconnecte à sa grandeur. Et surtout, abonnez-vous à Fouladou 24 TV, car les vérités oubliées méritent d'être révélées. Dans la prochaine vidéo, nous allons vous parler d'un trésor africain, caché en Europe. Un secret gardé depuis plus de 2 siècles et qui pourrait bien réécrire toute l'histoire coloniale. Restez connectés, l'Afrique se réveille.